Merci de nous retrouver une fois de plus ici à Kinshasa. Nous sommes dans la commune de Gombe et nous sommes principalement ici au siège du G7 en parlant bien sûr de ces formations politiques, de ces 7 formations politiques qui soutenaient la candidature de Moïse Katumbi et qui désormais soutiennent celle de Martin Fayulu. Et nous recevons Bob Bolabwe Mbokosso qui est président national du RPDR, à savoir le Rassemblement du Peuple. Le Rassemblement du Peuple pour la démocratie et le renouveau. Vous êtes également secrétaire, rapporteur de la dynamique de l'opposition, coordonnateur de la campagne de Martin Fayulu, candidat provincial et national aux législatives, bien entendu, à Mounchi. Merci d'accepter cet entretien qui nous permettra bien sûr de faire le point sur le lancement de la campagne du candidat et autour de certaines questions qui sont extrêmement préoccupantes ici à Kinshasa. Merci beaucoup. Alors, d'entrée de jeu, pourquoi est-ce que le candidat a autant attendu avant de lancer sa campagne? Rappelez que ce n'est que hier soir, selon des sources d'information, qu'il a pu effectivement se mettre en mouvement, notamment pour Béni, où il a donné, où le premier meeting est attendu. C'est vrai que Martin Fayulu, le soldat du peuple, en ce moment, il se trouve à Béni. À Béni, il va lancer le go pour la campagne électorale. Vous me posez la question de savoir pourquoi c'est un peu tard. Non, c'est pas tard. Je veux dire que c'est vrai que dans un premier temps, vous avez suivi tout ce qui s'est passé à Genève, en Suisse. Il fallait qu'on arrive à trouver un candidat commun. Ça nous a pris beaucoup de temps, cette histoire-là. Martin Fayulu lui-même, il était désigné candidat par la dynamique de l'opposition dont je suis membre. On l'avait déjà désigné comme candidat. Maintenant, il était candidat à la candidature. Donc, cette histoire de trouver un candidat commun, ça a pris beaucoup de temps. Et ce qui fait qu'à Genève, on a réussi à trouver le candidat commun en la personne de Martin Fayulu. Bon, maintenant, le temps de revenir ici sur le terrain, de mettre en place l'équipe de campagne, ça a pris un peu du temps, c'est vrai. Là, maintenant, le go est parti. On va battre une campagne à l'américaine. Vous verrez qu'il n'y a pas de retard. Alors, vous avez souvent, on a souvent suivi dans la presse congolaise, voilà, qu'il y avait des problèmes d'autorisation de vol en parlant de la flotte qui est mobilisée, qui devait être mobilisée par le candidat. Est-ce que vous confirmez qu'il y a eu des problèmes d'autorisation de vol? Bien sûr, bien sûr. Déjà, lorsque le candidat Martin Fayulu revenait de l'Europe, il fallait qu'il revienne dans un jet privé. Mais je veux dire que le gouvernement, par le biais de la RVA, Régie des voies aériennes, avait refusé d'accorder une autorisation. N'empêche, il était revenu au bord d'un avion de ligne, Ethiopian Airlines. Et là maintenant, nous avons... Mais est-ce qu'on ne peut pas voir, parce qu'il faut dire que nous avons abordé l'administration, et initialement ici en République démocratique du Congo, pour obtenir une autorisation de survol, une autorisation d'atterrissage, ou alors une autorisation de survoler le territoire, eh bien ça prend un certain temps, c'est une procédure administrative. Alors ne pensez-vous pas que les retards, que les difficultés que vous avez rencontrées rentrent exclusivement dans le cadre d'une procédure administrative qui est connue à l'origine? Non, je ne pense pas. Je pense tout simplement que de la part de ce régime, il y a une volonté d'étouffer tout ce qui sort de l'opposition. Donc quand je vous dis qu'il y avait une volonté délibérée pour empêcher que Martin puisse revenir au bord de jet privé, oui, c'est vrai. Parce que souvenez-vous, Jean-Pierre Bemba, il était revenu quand il était sorti de la haie. Quand il était venu au bord de jet privé, il n'y avait pas eu de problème. Il n'y a pas eu de problème, non. Lorsque Martin, pour revenir en force, pour revenir de manière triomphale, ça fait peur au gouvernement. Alors ils ont trouvé de raisons, de prétextes pour empêcher qu'il revienne au bord de son jet privé. Mais ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que là, maintenant, nous avons loué au moins 4 avions pour le candidat Martin Fayulu. Mais jusqu'à aujourd'hui, vous savez très bien qu'il y a un seul avion qui est arrivé. Peut-être l'autre reviendra demain. Mais c'est quoi la raison avancée? Il faudrait que les techniciens partent d'ici, aillent jusqu'en Afrique du Sud, vérifier les avions, savoir s'ils sont en bon état ou pas. Mais ça prend du temps. Mais est-ce que ce n'est pas la procédure? Parce que... Non, la procédure, je veux dire que lorsque vous avez par exemple un véhicule, on a les papiers. À travers le papier du véhicule, à travers le papier de l'avion, on peut savoir le nombre d'heures survolées. On peut connaître l'état d'un avion
partant de ces papiers. On n'a pas besoin de voir des experts. Mais justement, pour les vérifier. pourquoi avoir attendu la dernière minute? Parce que beaucoup vous reprochent d'avoir attendu très très longtemps avant d'introduire les demandes pour ces avions. Les demandes étaient introduites à l'heure. C'est-à-dire que lorsqu'on a introduit les demandes, bien que le ministre du Transport a prétendu qu'on avait introduit des autorisations un peu en rythme. Non, ce n'est pas vrai. On avait introduit à temps et en heure. Donc normalement, c'est une question qui ne devait pas se poser. On devait avoir nos avions rapidement. Mais une fois de plus, je vous dis tout simplement, ce qu'il faut retenir. Ici, nous avons à faire face avec un gouvernement liberticide, un gouvernement qui lutte contre toute forme de liberté, un gouvernement remarqué. Circulez dans la ville, vous verrez partout leurs candidats qui battent campagne avec le moyen de l'État. Alors là, c'est un autre débat. En rentrant sur la question de la liberté, alors nous sommes ici à Kinshasa, nous avons pu constater qu'il y avait une liberté d'expression quand même assez forte, notamment dans les médias, que ce soit les chaînes de radio que nous avons pu écouter, que ce soit même dans la rue à travers les Congolais que nous avons pu interviewer, qui ont donné leur point de vue parfois très contraire aux positions du gouvernement. Est-ce qu'il n'y a pas une différence aujourd'hui au plan du respect des libertés fondamentales, des droits fondamentaux ici en RDC par rapport à 2001, c'est-à-dire avant que Joseph Kabila n'accède au pouvoir? Est-ce qu'il n'y a pas une évolution? Oui, je vais vous surprendre. Vous savez très bien que Congo-Brazzaville, avec Sassou Nguesso, ils ont modifié la constitution pour que Sassou reste comme président. Au Rwanda, ils ont fait pareil. Au Burundi, pareil. Au Cameroun, n'en parlons pas. Ici, au Congo, Kabila a voulu faire pareil. Mais le peuple s'est levé comme un seul homme. Ils l'ont empêché. C'est un combat que le peuple congolais a mené pour avoir aujourd'hui cette liberté-là. Ce n'est pas tombé du ciel. C'est un combat de tous les jours. Tous les jours, on se bat. Nous sommes en train de prendre petit à petit de liberté, effectivement, par rapport à 2011. Aujourd'hui, le peuple est beaucoup plus mature. Le peuple est beaucoup plus debout, prêt pour le combat. Et c'est pourquoi le pouvoir commence à reculer. Ce n'est pas tombé du ciel, c'est vraiment une haute lutte. Alors, est-ce que reculer ici ne peut pas être vu comme une grande lucidité politique et aussi un désir de laisser la démocratie s'installer? Pas du tout, pas du tout. Vous savez très bien que s'il n'y avait pas ce combat que le peuple a mené, aujourd'hui, l'actuel président aurait pu briguer un troisième mandat. Souvenez-vous, ils ont mis tout en place pour qu'il puisse obtenir un troisième mandat. C'est le nom du peuple congolais, encadré par ses leaders politiques, qui a fait qu'il a reculé. Donc si aujourd'hui il n'est pas candidat, ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas être candidat, c'est parce que le peuple s'est mis debout. Donc il faut mettre ça, sous le compte du combat mené par le peuple. Alors en parlant du combat mené par le peuple, on a vu certains peuples mener des combats beaucoup plus durs et ne pas obtenir les résultats qui ont été obtenus par le peuple congolais. On se souvient des massacres de la place Tiananmen en Chine. Alors pour quelle évolution? Est-ce qu'on ne doit pas reconnaître quand même ici que Joseph Kabila, quelque part, veut avant tout être présenté comme l'homme qui a apporté une ouverture démocratique au Congo? Moi, je pense tout simplement que Joseph Kabila, il a subi de pression d'ordre interne et externe. Sur le plan interne, la population s'est levée, s'est mise debout pour lui barrer la route. Sur le plan externe, je veux dire que les gens qui l'ont porté au pouvoir en 2003, en 2001, 2003, aujourd'hui, ils l'ont pratiquement lâché. Et il subit des pressions, mais des pressions énormes. C'est ça qui l'a fait reculer. Le président Kabila ne répond qu'aux pressions. S'il n'y a pas de pression, il ne bouge pas. S'il n'y avait pas cette pression-là, aujourd'hui, il serait candidat. Alors, évoluons un peu en sortant de cette question liée à l'ouverture démocratique en République démocratique du Congo et également à la liberté d'expression pour davantage rester dans la candidature de Martin Fayulu et de ce lancement de campagne. On se rend compte que ça a décollé un peu tardivement et le candidat en ce moment, au sein de l'état-major en tout cas, on dit être à présent en voie de décollage. Qu'est-ce qui garantit aujourd'hui que vous êtes parti et que vous n'allez pas vous arrêter avant le 23 décembre prochain? Je veux dire ceci, au jour d'aujourd'hui, remarquez un peu partout où vous passerez, la campagne n'a pas vraiment démarré. Martin l'a démarré aujourd'hui, Félix et Kamer l'ont démarré. Ça a commencé il y a longtemps pour le candidat du FCC, le Front commun pour le Congo. C'est ce que je vous dis, c'est-à-dire qu'au niveau de l'opposition, d'une manière générale, il y a eu 21 candidats. Parmi les 21 candidats, ça démarrait pour tout le monde un peu lentement, un peu en retard. Il n'y a que le candidat
de la majorité qui, lui, a commencé, mais pendant qu'on n'avait pas encore ouvert la campagne, il était déjà dans la campagne. Mais c'est normal, parce que lui, il est en train d'utiliser les moyens de l'État. Est-ce que ce n'est pas aussi parce que justement au sein, de la majorité présidentielle, ils se sont décidés un peu tôt? Qu'est-ce qui vous empêchait de nouer votre coalition 5 mois avant l'élection présidentielle et donc de commencer à battre campagne? Non, le problème c'est que au niveau de la majorité présidentielle, le candidat qu'ils ont trouvé, il a été imposé par le président Kabila. C'est-à-dire qu'il n'était même pas dans la liste des gens qui devaient être présidentiables. Il n'était pas là-dedans. C'est Kabila qui l'a imposé. Partant du moment qu'il a imposé, tous les autres ont suivi. Mais chez nous, ce n'était pas pareil. Il fallait passer, comment dirais-je, au niveau de traitation, des négociations, pour qu'on arrive à faire sortir un candidat commun à la personne de Martin Fayulu. Ça a pris du temps. Mais en même temps, je rappelle que ce n'est pas un retard. On n'est pas en retard. Nous allons battre la campagne à l'américaine. 2 semaines, ça suffit. Et vous aurez des résultats. Alors, vous parlez de battre campagne à l'américaine et cela ramène l'éternelle question du financement au cœur de cette présidentielle. Alors, comment êtes-vous préparé, je veux dire au plan financier, sur combien avez-vous tablé en termes d'investissement dans cette campagne pour couvrir le demi-continent qu'est la République démocratique du Congo, quand on sait combien coûte une campagne à l'américaine? Oui, je veux dire qu'au jour d'aujourd'hui, Martin Fayulu, il est le candidat commun de l'opposition. Comme candidat commun de l'opposition, il est porté par une coalition qui s'appelle l'AMUCA. Et dans l'AMUCA, on a mutualisé les moyens. C'est-à-dire que tous les partis faisant membre de l'AMUCA, chacun a apporté. Martin a apporté l'argent, Moïse Katoum a apporté l'argent, Jean-Pierre Bemba a apporté l'argent, Matungoul a apporté l'argent, Mouzito a apporté l'argent. Donc chacun a mis un peu d'argent là-dedans pour combattre campagne. C'est l'argent privé. Je veux dire que contrairement à notre adversaire, comment dirais-je, du pouvoir, c'est l'argent de l'État. Il est en train vraiment de puiser à la caisse de l'État. Ce n'est pas le cas chez nous. Alors, il bénéficie avant tout de la technostructure politique de la majorité présidentielle, avec une représentation jusque dans le moindre recoin de la République démocratique du Congo. Vous, sur quoi allez-vous vous appuyer? Est-ce que vous allez systématiquement vous déplacer dans tous les districts du pays? Comment est-ce que ça va se passer? Vous savez quoi? Le candidat Martin Fayulu, il est ici à Kinshasa, là il est parti à Béni. Je vous dis que partout dans les provinces, il est réclamé. Parce que la vérité c'est quoi? La vérité c'est qu'aujourd'hui, si vous baladez votre micro partout, vous posez la question aux Congolais, ils veulent le départ de la Kabylie. Ils veulent le départ de Kabila, de tout son système, y compris Chadari. Donc aujourd'hui, Martin Fayulu, c'est l'homme qui justement va réaliser ce départ-là. Donc tout le peuple est derrière Martin. Il y aura des coins où il n'arrivera même pas, mais ils voteront pour lui. Parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment la personne de Martin, c'est le départ de Kabila et de la Kabylie que les gens veulent aujourd'hui. Donc ça, ce n'est pas un problème. Je vous dis en vérité, Martin, avec le temps qui nous reste, il ne va pas sillonner toute la République. Il sera dans des grandes villes, il sera dans des centres, comment dirais-je, très importants. Alors, contrairement à Emmanuel Ramazani Shadari, qui, lui, a la possibilité, est représenté, n'a pas besoin d'aller dans toutes les localités du pays, parce que sur place, déjà, il y a une technostructure du parti, de la coalition qui est en place et qui fait cela. Alors, à côté, au sein de l'opposition également, vous avez Félix Tshisekedi et l'UDPS. L'UDPS qui également a un grand déploiement sur le territoire congolais qui pourrait justement garantir une certaine proximité dans la campagne, contrairement à vous. Alors qu'est-ce qui vous fait croire déjà Je vais vous dire une chose. Emmanuel Shadari bin Kabila, il a un bilan à défendre. Le bilan est négatif sur tout point de vue. Face à ce bilan-là, il ne peut pas rapporter ses élections. Alors, ce n'est pas ce que je vous apporte un point pour que vous puissiez mieux évoluer en parlant du bilan de Joseph Kabila. Ce bilan-là, on le voit en termes de budget de l'État. La République démocratique du Congo avait 250 millions de dollars de budget annuel quand il est arrivé au pouvoir en 2001. Aujourd'hui, vous êtes à un peu plus de 4,5 milliards de dollars américains. Il y a une augmentation, il y a eu une multiplication par 3 du salaire du fonctionnaire. Permettez, pour que vous puissiez donc mieux répondre, il y a eu une multiplication par 3 du salaire du fonctionnaire. Il y a des infrastructures de portée stratégique qui ont été réalisées. Il y a également une croissance économique qui a tourné autour de 6,5% tout au long. Il y a un code minier qui augmente de 10% les parts de l'État dans le secteur minier. Alors, pensez-vous réellement que ce soit un bilan qui ne puisse pas aider Emmanuel Ramazani Shadari? Alors,
commençons un par un. Aujourd'hui, on a un budget qui avoisine 4 milliards à peu près. Ce budget-là, comparé par exemple au budget de l'Angola, du Rwanda, du Zimbabwe, vous verrez très bien qu'un pays comme le Congo, avec tout ce qu'il a comme potentialité, comment dirais-je, en termes de ressources naturelles, il ne peut pas avoir un budget de 4 milliards. C'est vraiment de la rigolade. Martin Fayulu veut porter ce budget à plus de 20 milliards par an. Vous comprenez? Mais est-ce qu'il ne fallait pas commencer quelque part? Non, justement non, je vous explique pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, le ministre de la Justice congolais, il était ministre de la Justice, il a bien expliqué, le Congo perd 15 milliards de dollars par an. 15 milliards. Ces 15 milliards vont où? Dans les poches des gens du pouvoir. Donc le budget de 4 milliards pouvait facilement atteindre 20 milliards, sauf que l'argent va dans les poches de certaines personnes qui sont proches du pouvoir et ils en abusent. Donc, quand vous parlez de 4 milliards, c'est vraiment peu, mais alors c'est vraiment de la rigolade pour un pays comme le Congo. Vous dites les infrastructures, mais monsieur, vous avez circulé dans le pays, il n'y a rien. Je veux dire que lorsqu'il y a une pluie qui tombe, comme par exemple hier, la ville est inondée, il n'y a rien comme infrastructure. Donc, si je commence à entrer en détail, ils ont parlé de 5 chantiers. Les 5 chantiers ramenés à l'eau. Mais l'eau aujourd'hui, ici dans la ville de Kinshasa, pour ne pas parler du Congo, il n'y a pas d'eau. Les gens sont... La desserte en eau, c'est juste 9%. Parlons de l'électricité. Mais tous les jours, il y a des délestages. On coupe le courant tous les jours. On parle de quoi? On parle, par exemple, de l'emploi. Mais il n'y a pas de création d'emploi. On veut parler de quoi? De la santé. Non, je veux dire que le bilan est largement négatif. Il n'y a que, comment dirais-je, pour la consommation extérieure. Ils essayent, comment dirais-je, à travers leur télévision, qui pourtant c'est la télévision publique où tout le monde devait passer. Ils ont privatisé cette télévision au profit des Chadar, de la RTNC, pour battre sa campagne. Le bilan est négatif, malheur négatif. Et d'ailleurs, vous remarquerez, partout où il va passer, s'il ne prépare pas son arrivée en donnant de l'argent à gauche à droite, ils sont chassés. Alors, est-ce qu'on peut donner de l'argent à 40 000 personnes? Pensez-vous que le Front commun congolais puisse avoir autant d'argent pour remplir un stade de football, comme on a pu le voir, notamment parlons du stade de football. Vous savez quoi? À Lubumbashi? Oui. Vous savez quoi? Dernièrement, ici à Kinshasa, ils ont rempli le stade de football. Vous savez comment? Ils sont partis dans les camps militaires. Donc, tous les policiers, tous les militaires, on les a obligés de s'habiller en civil pour remplir le stade. Vous comprenez? C'est ça ce qu'ils font. Lorsque, par exemple, ils vont à Lubumbashi, ils donnent l'argent. Parce que eux, l'argent, c'est rien pour eux. Hein. D'ailleurs, l'actuel candidat, il a dit que nous avons l'argent. On peut en abuser comme nous voulons. Donc, ils sont en train de corrompre les jeunes. Et rappelez que vous-même, vous avez rappelé tout à l'heure que vous avez également des moyens. D'ailleurs, vous attendiez encore 3 avions. Oui. C'est pas pour, comment dirais-je, distribuer. Nous sommes en train de présenter notre programme. Si nous sommes élus, voilà ce que nous ferons demain. Élisez-nous en base de notre programme. On n'est pas là pour distribuer de l'argent. Ce qu'ils sont en train de faire, eux, c'est la corruption. Ils sont en train de corrompre psychologiquement, moralement, les citoyens. Voilà. Mais ces citoyens, qu'est-ce qu'ils disent? On va prendre votre argent, on ne vous votera pas. Alors, on va bientôt sortir de cet entretien et je voudrais que nous abordions l'actualité, davantage l'actualité, et surtout en nous concentrant sur ce qu'il y a de récent et qui risque de faire encore les gros titres dans les prochains jours. Votre candidat, Martin Fayulu, a déclaré que si la machine à voter était maintenue, il n'ira pas à l'élection le 23 décembre prochain. Est-ce que vous confirmez ça? Non, il n'a pas dit ça. Voilà ce qu'il a dit. Nous voulons des élections crédibles, transparentes et apaisées. Mais ces élections, pour que ce soit libre, transparente et apaisée, passent obligatoirement par le fait que la machine à voter ne doit pas être là. Et puis, on doit faire en sorte que plus de 10 millions d'électeurs fictifs soient extirpés. Sinon, après les élections, il y aura contestation, il n'y aura pas d'apaisement. Voilà ce qu'il a dit. Mais il a dit qu'il ne va pas boycotter. Nous irons aux élections avec bulletin papier, pas avec cette machine-là. Mais la machine à voter est là uniquement pour imprimer le bulletin papier. Pas du tout. La machine à voter n'est pas là pour imprimer le bulletin. La machine à voter, c'est tout un ordinateur. Alors que, d'après la loi électorale, d'après notre loi électorale, dans son article 217 terre, il est clairement dit qu'on ne doit pas aller aux élections avec les machines à voter, avec les machines électroniques pendant ces élections en cours. Donc nous sommes, nous, légalistes, nous respectons le texte. Regardez un peu le calendrier électoral. Nulle part, tu verras où on a marqué machine à voter. On dit sur bulletin papier. Pourquoi voulez-vous aujourd'hui qu'on nous impose comment dire, quelque chose qui est illégal?
c'est pas légal, ni dans la loi électorale, ni dans le calendrier que lui-même, Nanga, a mis en application. Alors, sortons maintenant en évoquant cette fois-ci une éventuelle coalition qui pourrait intervenir plus tard, en tout cas selon des sources que nous avons consultées du côté de Félix Tshisekedi, également de votre côté. Alors, est-ce que vous pensez déjà à une coalition qui pourrait intervenir à la dernière minute entre votre candidat et Félix Tshisekedi et vous permettre de bénéficier également de la grosse machine de l'UDPS sur le terrain? Non, aujourd'hui, la grosse machine, c'est Lamouka. Il faut remettre les choses à sa place. Aujourd'hui, la grosse machine, c'est Lamouka. Ce n'est pas l'UDPS ni l'UNC. Mais vous n'êtes pas représenté partout. Nous sommes partout, monsieur. Nous sommes partout. Parce que je vais vous dire que quand vous prenez le MLC, les Jean-Pierre Bemba, qui est représenté, qui prend complètement tout l'Équateur. Quand vous prenez par exemple Moïse Katumbi, il est présent dans tous les Katanga. Vous prenez par exemple le Matoumoul et Martin Fayulu lui-même, présent dans les Mandounou. Kinshasa, n'en parlons pas. Mais quand vous prenez ce que vous dites là, en fait, la question n'est même pas là. Parce que l'UDPS ou Félix Tshisekedi n'est pas notre adversaire. Nous, notre combat, c'est contre la Kabylie. Vous comprenez? Donc, lorsque on a été à Genève, lorsque Félix Tshisekedi a dit le changement aujourd'hui, c'est Martin Fayulu. Il savait ce qu'il disait. Bon, c'est dommage. Après, il s'est rétracté. Mais aujourd'hui, Martin Fayulu a tendu la main. Il a dit que nous sommes prêts à travailler avec vous. Si aujourd'hui, il revenait, on va travailler ensemble. Pourquoi pas? Alors, sortons rapidement. Marie-Josée Ifoku, une candidate, la seule candidate d'ailleurs à cette élection présidentielle, vous demande de rallier sa candidature en parlant des forces de l'opposition pour que eh bien, toutes les femmes congolaises puissent voter pour vous et que l'affaire soit bouclée et qu'elle soit une présidente de transition vers un règne de l'opposition. Pourquoi est-ce que vous ne la ralliez pas? Cela vous éviterait peut-être de battre campagne. On a dit non. La preuve, il y a Mabaya qui est venu, on l'a accepté, tout ça, il est avec nous. S'il faut que vous venez, personne ne va rejeter. De toute façon, nous sommes ouverts. Je veux dire qu'aucun parti politique aujourd'hui peut à lui tout seul gagner les élections. On a besoin d'avoir des coalitions. Ceux qui veulent nous rejoindre, la main est toujours tendue, la porte est ouverte. On n'a pas encore fermé. Voilà, Bob Balaboué Mbokosso. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier et rappeler que vous êtes le président national du RPDR, qui est le Rassemblement du Peuple pour la démocratie et le renouveau. Vous êtes également secrétaire, rapporteur de la dynamique de l'opposition, coordonnateur de campagne de Martin Fayulu, candidat provincial et national aux élections législatives à Mounchi. Merci d'avoir accepté. Oui, mais sauf que je suis en même temps candidat député. Je suis candidat au provincial, hein, en même temps candidat aux élections nationales sur le territoire de Mounchi, dans la province de Maïndombe. Parce qu'en fait, nous disons que tout est encore possible. Même à Mounchi, tout est encore possible. Avec Bob Balaboué, on va tout changer. Merci beaucoup à vous, Bob Balaboué Mbokosso. Merci à vous d'avoir accepté cet entretien. Merci également aux téléspectateurs de la télévision panafricaine de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt, toujours ici en RDC, pour un nouvel entretien. C'est moi de vous remercier.